Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal de ce dimanche. Un dossier santé, on s'intéressera à la médecine pédiatrique. D'abord, cette opération à cœur ouvert à Oran, une intervention réussie sur un patient de 4 ans. Et puis, nous irons à Constantine où le CHU Ben Badis vient de donner un nouveau souffle à ses équipements de radiologie et d'imagerie. Et puis, dans la dernière partie de votre journal, on vous emmènera à la Casbah où une opération de restauration a été initiée. Celle-ci vise à redonner vie à certaines bâtisses historiques, notamment la mosquée de Ketchawa. Tout d'abord, clôture aujourd'hui la session ordinaire du Conseil de la Nation pour l'année 2016-2017 sous la présidence de Abdelkader Ben Salah, président du Conseil. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja, du Premier ministre Al-Majid Tebboune et des membres du gouvernement. La clôture de la session de la Chambre haute du Parlement intervient conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique 12-16 portant organisation de l'APN et du Conseil de la Nation et les relations fonctionnelles avec le gouvernement et en coordination entre les bureaux des deux chambres et en concertation avec le gouvernement. Clôture également aujourd'hui la session ordinaire de l'Assemblée populaire nationale pour l'année 2017-2017 sous la présidence de son président Saïd Bouhadja et la clôture des travaux sont toujours en cours. Coopération Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a reçu ce dimanche le facilitateur Union européenne, Afrique, Caraïbes et Pacifique, Louis Michel. L'audience s'est déroulée en marge des travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Msahel préside la délégation algérienne lors des travaux de cette session préparatoire du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu demain, lundi et mardi dans la capitale éthiopienne. Et je vous propose maintenant d'écouter les déclarations des deux ministres. J'ai informé M. le ministre des Affaires étrangères que j'avais été chargé d'une mission de facilitation pour préparer les futurs accords Cotonou, puisque l'accord de Cotonou se termine en 2020 et donc les négociations vont commencer à la fin de cette année-ci. Dans le fond, développer une stratégie win-win entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi pour s'attaquer aux problèmes quand même fort importants de l'emploi en Afrique. On a un problème d'emploi en Europe, on a aussi un problème d'emploi en Afrique. Et on sait qu'un pays comme l'Algérie est un pays extrêmement important parce qu'il a toujours développé une vision une et indivisible de l'Afrique. C'est l'expression du ministre des Affaires étrangères. C'est un avantage, évidemment, parce qu'il nous a prêté une oreille fort attentive. L'Europe est un partenaire, un continent voisin. Donc énormément de choses peuvent être faites avec l'Union européenne. L'Afrique a une approche du développement. Nous avons le NEPAD qui est une stratégie réellement de développement, mais dans le NEPAD, il y a l'aspect partenariat qui est un aspect extrêmement important. Donc l'Afrique est un continent émergent. L'Afrique donc a des atouts extraordinaires qu'elle peut développer avec un partenaire tel que l'Europe. Aujourd'hui, ce besoin de développement se traduit en infrastructure. J'ai dit à M. Louis Michel quels sont les efforts qui sont faits, y compris par notre pays, l'Algérie, à travers le transsaharien, et quels sont les dividendes d'une infrastructure de cette importance pour les connexions interafricaines. L'Algérie célèbre cette semaine le 55e anniversaire de son indépendance. Les festivités ont déjà débuté. L'exemple du musée central de l'armée qui a ouvert ses portes pour une exposition des différentes branches de l'industrie militaire et le rapport à l'économie nationale. Regardez ce reportage de Imen Khmissi. Habituellement très discrète, l'institution militaire s'expose et montre son autre visage. Celui d'une armée qui investit, qui produit et qui devient une véritable locomotive de la production industrielle nationale. Cet autre visage de l'armée, il a été pensé et développé depuis plus de 10 ans. La direction des industries militaires a identifié ses besoins et mis en place un business plan. À la clé, des usines de production, fruit de partenariats. Cette évolution, elle a été préparée sciemment depuis plusieurs années. Elle a porté essentiellement sur l'étude des besoins, sur la rationalisation aussi des coûts et aussi, chose importante, sur d'acquérir le savoir-faire en faisant que la ressource humaine au niveau de l'AMP, que ce soit pour les cadres militaires ou les cadres civils, d'acquérir un maximum d'expérience pour pouvoir agir sur le terrain
conformément aux orientations du haut commandement et aux besoins réels du terrain. Les récentes entreprises actives dans la production électronique, mais aussi et surtout dans la production de véhicules en tout genre. Des véhicules militaires, des véhicules adaptés et des véhicules civils. L'usine AMS Mercedes-Benz produit des utilitaires de marque Sprinter, déjà commercialisés pour le grand public, et le Mercedes-Benz classe G, qui devrait lui aussi être commercialisé. Avec des taux d'intégration dits appréciables et un transfert de savoir-faire réel, les industries militaires gagnent en expérience. Elles emploient aujourd'hui près de 25 000 travailleurs, militaires et civils confondus. Les perspectives premières, c'est d'abord toucher l'institution militaire dans le cadre de ses besoins immédiats et essentiels. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir élargir ses besoins au domaine civil, notamment les entreprises nationales, publiques, qu'elles soient ou privées. Et dans un troisième point, dans l'avenir proche, c'est de cibler les marchés limitrophes proches, notamment l'Afrique, et pourquoi pas ne pas aller vers l'export international. Outre les véhicules et le matériel électronique, la production militaire œuvre en priorité à s'autosuffire, à équiper les autres corps et grandes entreprises étatiques et recourir le moins possible aux importations. La fabrication de tout type de calibre de munitions. Et on a aussi des produits annexes comme des groupes électrogènes, paratonneurs, pièces de rechange, outillage au carbure. En plus de ces perspectives futures à l'export, la direction des industries militaires a aussi le mérite d'avoir repêché des fleurons de l'industrie nationale qui menaçaient de faire faillite. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les éléments des douanes ont arrêté hier à Tlemcen, deuxième région militaire, un narcotrafiquant en possession d'une quantité de kiff traité s'élevant à 45 kg, tandis que des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi plus de 20 000 unités de différentes boissons à Biskra et à l'Oued, 4e région militaire. À Borj-Bedi Mourtar, 6e région militaire, un détachement de l'ANP a appréhendé 3 contrebandiers et saisi 3 véhicules tout-terrain, des outils d'orpaillage et des moyens de communication par satellite. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Ouargla un véhicule tout-terrain transportant 15 immigrants clandestins de différentes nationalités, tandis que des unités des gardes frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 9000 litres de carburant à Tamanrasset, Soukahras Tebessa et Al-Taraf. Un dossier santé dans votre journal de midi. D'abord, cap sur Constantine à l'est du pays. Le centre hospitalier universitaire Ben Badis vient de redonner un nouveau souffle à ses équipements médicaux, notamment ceux des services de radiologie, d'imagerie et d'intervention chirurgicale. Manal Boutouaba. Après de longues années, voire même plusieurs décennies pour certains appareils, et un service de radiologie centrale pratiquement à l'arrêt, les équipements d'imagerie médicale du CHU Ibn Badis de Constantine sont de nouveau opérationnels, notamment ceux de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Depuis 2 ans, les patients se remettent à arpenter les couloirs de ce service. Avant ma nomination à la tête de cet établissement hospitalier important sur le plan régional, tous les appareils étaient en panne, notamment au niveau du service de radiologie. Depuis 2015, tous les appareils fonctionnent parfaitement et les patients en bénéficient le plus normalement du monde. Actuellement, tout fonctionne, l'IRM, le scanner et même le mammographe qui était à l'arrêt depuis 20 ans. J'ai un problème au thorax et je peux enfin faire mon scanner ici à l'hôpital. Le service de radiologie centrale est aujourd'hui doté de tous les équipements sophistiqués et à la pointe de la technologie nécessaire à la prise en charge des patients. Certains viennent même d'autres wilayas du pays. Certains centres privés font 3 ou 4 échographies. Ici, nous en effectuons jusqu'à 30, 40, voire 50 et nos registres font foi. Tous les malades sont enregistrés. Je viens de Ain Lila Wilaya de Bouagui. J'ai amené ma fille pour des consultations. On lui a fait ses radios, elle a eu son traitement. On s'occupe très bien d'elle, Dieu merci. Autre service qui reprend enfin vie, celui spécialisé dans les consultations en scénologie et en pathologie mammaire. Les patientes viennent ici pour subir ce qu'on appelle la microbiopsie, donc un prélèvement à partir de la tumeur elle-même, et ensuite on leur indiquera la conduite à suivre après obtention des résultats.
Les pas en avant qu'a fait le CHU de Constantine en quelques années démontrent qu'avec une bonne gestion et les moyens adéquats, le secteur public pourrait avoir encore de beaux jours devant lui. De l'est du pays, direction l'ouest, Oran, une intervention chirurgicale à cœur ouvert a été réalisée avec succès sur un patient de 4 ans. Cette intervention délicate, première du genre, a duré 2 heures de temps pour un résultat satisfaisant. Karim Haïfa. Troisième intervention à cœur ouvert pour un enfant au niveau national, mais c'est une première à Oran. L'instant est grave. Il s'agit de recoudre la paroi musculaire entre les 2 ventricules du cœur de cet enfant de 4 ans. Une intervention lourde qui nécessite concentration et précision. Il s'agit d'une malformation au niveau du cœur qu'on appelle communément CIV ou communication intraventriculaire, qu'on a diagnostiqué chez cet enfant il y a de cela 6 mois. Là, on vient de refermer cette paroi entre les 2 ventricules du cœur après avoir complètement arrêté le cœur du patient en reprenant la circulation sanguine grâce à cet appareil qu'on appelle CEC ou circulation extracorporelle. L'intervention s'est bien déroulée après 2 bonnes heures et maintenant le petit sera évacué en soins intensifs de la chirurgie cardiaque. Une intervention réussie qui encourage les chirurgiens à en pratiquer d'autres pour peu que les autorités concernées mettent la main à la poche. C'est la première intervention à cœur ouvert pour un enfant de cet âge-là à Oran. C'est une lueur d'espoir pour tous les enfants qui souffrent de malformations cardiaques. Maintenant, je pense que beaucoup seront opérés ici car ils ne seront plus obligés de se faire opérer à l'étranger. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux autorités concernées pour nous aider à opérer un maximum d'enfants souffrant de ces malformations du cœur. Chirurgiens et staff paramédical ont démontré qu'ils avaient les compétences pour prendre en charge ce premier patient qui a subi une intervention lourde et très invasive. Reste maintenant aux autorités médicales de la wilaya d'Oran de prendre leurs responsabilités en garantissant aux praticiens leur soutien pour opérer un maximum d'enfants malades. Santé toujours et restant avec la pédiatrie. La capitale a abrité durant 2 jours successifs les 2e journées de pédiatrie interactive méditerranéenne. Cette rencontre scientifique a permis de regrouper un nombre important de médecins en pédiatrie, toutes spécialités confondues. Voici le reportage de Badia Amarni. Lors de cette rencontre scientifique dédiée à la pédiatrie, les expériences des médecins algériens, français et autres étrangers ont été confrontées pour une meilleure prise en charge des enfants. Nous voulons et nous proposons pour les Algériens des formations médicales continues. On espère qu'elles se développeront en Algérie et nous voulons collaborer avec eux parce que nous ne nous substituons absolument pas à l'enseignement universitaire de l'Algérie. Les formations en Algérie sont excellentes. Nous avons les mêmes pathologies. Avec le docteur Bellaroussi, on a mis en place les JPIM, les journées de pédiatrie interactive méditerranéenne, à l'image d'un congrès en France, les GIRP. Beaucoup de Maghrébins venaient et donc on s'est dit on va faire la même chose au Maghreb et on a choisi l'Algérie pour commencer. Je suis très impressionné. Les médecins font 600 km, 1000 km pour venir nous écouter. C'est absolument extraordinaire. Pour l'enseignant que je suis, c'est extrêmement agréable. Le niveau est excellent. La diaspora algérienne à l'étranger veut apporter sa pierre à l'édifice, notamment les pédiatres qui ont exprimé leur adhésion pour une formation continue. Nous avons des échanges autant sur la théorie, c'est-à-dire avec les connaissances. C'est le thème des GIRP et des JPIM aujourd'hui à Alger. Mais également, il y a des échanges parce que beaucoup de malades de l'Afrique du Nord viennent des fois, lorsqu'il le faut, en France pour être donc pris en charge. Et dans ce sens-là, il y a une grande aide puisqu'on va confronter les expériences des uns et des autres. Parallèlement à cette rencontre, une exposition de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a été organisée. On est là pour être plus proche des médecins, spécialement des pédiatres, pour leur présenter nos produits. C'est vraiment une opportunité pour les pédiatres de rencontrer ces pédiatres-là étrangers et de partager leurs connaissances. La nutrition infantile est très importante pour nous et c'est pour ça que faire un vrai partenariat avec les pédiatres algériens et les hospitaliers français mais aussi algériens est une grande première. Une rencontre fructueuse qui a permis aux participants d'actualiser leurs connaissances.
Transport, atterrissage du premier vol d'Air Canada aujourd'hui à l'aéroport international Ouali Boumedienne à Alger. Cet avion a atterri tôt ce matin sur le tarmac d'Alger. Il va assurer la liaison Montréal-Alger 4 fois par semaine. Et c'est le premier transporteur nord-américain à assurer cette liaison aérienne directe. Il s'agit là de la deuxième destination d'Air Canada en Afrique. Cet événement coïncide avec la visite de la vice-première ministre du Québec en Algérie, accompagnée d'une importante délégation de femmes d'affaires du Québec. Et je vous propose maintenant d'écouter les déclarations de la vice-première ministre du Québec, Mme Lise Thériault, et celle de l'ambassadrice du Canada en Algérie, Mme Isabelle Roy, au micro de Nahla Al-Ourbi. Donc, je disais que j'étais excessivement fière d'être à bord du premier vol d'Air Canada rouge sur la destination Montréal-Alger, qui est une grande réalisation de Madame l'ambassadrice. Je crois que c'est vraiment la réalisation de son mandat qu'elle s'était donné lorsqu'elle est arrivée ici. Honnêtement, je pense que les liens d'affaires entre la communauté algérienne et la communauté québécoise, parce que c'est au Québec qu'on retrouve la plus grande concentration de la communauté algérienne. Donc, je pense que ça va nous permettre de mieux renforcer nos liens d'affaires, nos liens économiques, mais également nos relations diplomatiques. Donc, je suis très fière d'être ici en cette magnifique journée. Mais pour renforcer les propos de Mme la vice-première ministre, non seulement il y a beaucoup d'émotions de voir la feuille d'érable atterrir à l'aéroport Ouali Boumedienne aujourd'hui, premier vol inaugural, donc, de cette première compagnie nord-américaine qui vient en Algérie. Mais en plus, à bord de ce vol inaugural, il y a la vice-première ministre du Québec qui nous avait promis il y a 3 mois, lors de la visite du FCE au Canada, qu'elle viendrait. Promesse tenue moins de 3 mois plus tard. Donc pour nous, c'est un pas de plus dans le raffermissement des relations économiques entre nos deux pays. C'est tant sur le plan humain, parce que comme Mme la vice-première ministre le dit, il y a une grande communauté algérienne qui vit au Canada, essentiellement au Québec, et sur le plan également économique pour les échanges que ce transport apporte en plus de la liaison aérienne directe d'Air Algérie qui existe, elle, depuis 10 ans. Environnement, les éboueurs de la mer, l'opération de nettoyage du littoral initiée par Radio Chaîne 3 en collaboration avec le mouvement associatif est à sa 12e édition cette année. L'initiative devenue une tradition au début de chaque saison estivale a rassemblé cette année encore une armada de volontaires. Le coup d'envoi a été donné depuis le port de Tamanfous. Regardez, c'est un reportage de Nejma Harash. Ministre de l'écologie. Le coup d'envoi de la 12e édition des éboueurs de la mer a été donné par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Diffusée en direct sur les ondes de la chaîne 3, cette campagne de sensibilisation vise à impliquer davantage la société civile. Voilà, la société civile, vous avez carte blanche. Ça, c'est très important. Il y a une volonté politique très claire. C'est des orientations de M. le Premier ministre et c'est aussi dans le cadre du programme de son Excellence, M. le Président de la République. Maintenant, la société civile, ce n'est pas un téléspectateur, ce n'est pas quelqu'un qui vient, il travaille et puis personne ne fait attention à lui. C'est un partenaire à part entière. À cette occasion, une convention a été signée entre le Commissariat national du littoral et le mouvement associatif. Une convention qui porte essentiellement sur des actions de préservation du littoral. L'Algérie dispose d'un fabuleux littoral qui fait plus de 1600 km de longueur. Il y a des îlots, il y a des îles qui sont très peu connues. Grâce au partenariat avec le Commissariat national du littoral, on va essayer de démultiplier, juste après Regaya, les autres îlots. Vous savez, il y a beaucoup d'îlots et si l'opération réussit, elle sera démultipliée à travers les autres wilayas côtières, le mouvement associatif. Devenue une opération nationale à travers les 14 wilayas côtières du pays, cette campagne regroupe chaque année des centaines de volontaires issus du mouvement associatif. Une action éco-citoyenne initiée par l'association Récif, Recherche, Information et Formation subaquatique en partenariat avec la chaîne 3.
Moi qui étais nouvelle à cette époque, donc 2004, j'étais là sur la plage de Tamanfoust avec mes aînés et aujourd'hui c'est toujours le même engouement, la même force et le même engagement. Sur la plage, des bénévoles issus du mouvement associatif ainsi que 25 plongeurs de l'association Récif. L'opération est appuyée par les drones du Centre de recherche technologique et industrielle afin de prévenir d'une éventuelle catastrophe écologique. On a préparé pas mal de plongeurs, comme vous le voyez, donc en deux groupes. Il y a des scaphandriers, des plongeurs scaphandriers qui utilisent la bouteille. Donc ils travaillent en binôme. Et il y a des apnéistes qui travaillent en surface. Après une demi-heure de plongée, le constat est amer. هبطنا تحت لقينا بزاف الحوايج كان اللي ما نقدروش نجيبوهم باسكو لازم ماتريال ودونك جبنا حاجه خفيفه بلا لا بيريود دين دوميير درناها كنا قادرين نجيبو اكثر مي هذه اللي قدرنا نجيب على حساب الجروب اللي رانا فيه. L'implication de la société civile est donc plus que nécessaire pour la valorisation de la zone côtière, car la protection de l'environnement est l'affaire de tous. Des actions donc menées afin de préserver notre environnement et offrir un cadre favorable aux nombreux estivants. Oran, cette ville côtière de l'ouest du pays, se prépare pour accueillir les touristes. Naïma Haouch. Le client est roi semble trouver son chemin dans le secteur du tourisme. Les professionnels s'emploient désormais à répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante. Outre les moyens consentis pour améliorer la prise en charge, les responsables ont misé cette fois sur le facteur humain. L'importance des ressources humaines dans le secteur du tourisme est primordiale, ainsi que tous les efforts qu'on doit fournir pour améliorer les prestations. L'État a débloqué des sommes colossales pour la mise à niveau du secteur du tourisme et de son personnel, car ce secteur est basé sur le facteur humain. Ce n'est pas une mécanique. Le travail du personnel est important. Il représente 70% de la prestation. Avec la saison estivale, les plages sont d'ores et déjà prises d'assaut, les restaurants aussi. Mais est-ce que la prestation est à la hauteur des attentes des estivants ? Nous, on aimerait avoir la même chose que ce que l'on voit à l'étranger. Moi, j'aimerais bien passer mes vacances ici. Les gens veulent venir ici et nous, on veut aller chez les autres. Vaut mieux rester chez soi. Nous avons de belles choses. Le tourisme a changé dans notre pays. les moyens, les restaurants, alhamdoulilah. Les choses semblent s'améliorer, du moins à Oran, où le cadre naturel s'accorde enfin avec la qualité du service. Place au patrimoine et comme annoncé dans les titres, une centaine de bâtisses historiques menaçant ruine à la Casbah d'Alger ont d'abord été recensées pour une prise en charge. Certaines d'entre elles sont en cours de restauration depuis des années, comme la mosquée de Ketchaoua, ce chef-d'œuvre architectural qui date du XVe siècle. Des travaux vont en train, nous dit Sarah Sharif. C'est une opération d'envergure qui touche de nombreux sites archéologiques d'Alger. L'objectif étant de réhabiliter une partie de notre patrimoine qui a longtemps sombré dans l'oubli. Nous avons commencé par le cœur de la Casbah en allant vers les alentours de la vieille ville. Et lorsqu'on aura fini de restaurer la totalité de la Casbah, ce sera comme dans d'autres sites historiques mondiaux qui attirent les touristes et créent de l'emploi. Les hôtels et les restaurants ne chômeront plus. La mosquée de Ketchaoua est un chef-d'œuvre architectural. Elle est située dans la basse Casbah. Pour sa restauration, nous avons reçu une donation de la part du gouvernement turc. Nous avons procédé à plusieurs opérations techniques comme le démontage des structures et le décapage du minaret. Lors de cette restauration, nous avons dû enlever la voûte centrale car la structure était très endommagée. Ville historique classée en 1992 patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la Casbah se réveille. Ici, plusieurs bâtisses menaçant ruines sont en cours de restauration, notamment des mosquées datant du XVe siècle et des maisons chargées d'histoire, dont la réhabilitation sauvera une partie importante de notre patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Nous sommes à 90% de taux d'avancement, nous sommes au stade de finition et nous sommes en train d'installer la climatisation et la boiserie. La mosquée sera fin prête d'ici la fin de l'année.
À en croire ce restaurateur, d'ici la fin de l'année, la Casbah d'Alger aura un autre visage à nous offrir, des monuments historiques flambant neufs qui sembleraient défier le temps et qui reflètent une mémoire et un patrimoine à sauvegarder. Du sport, et lors de cette 4e journée du 13e championnat d'Afrique junior à Tlemcen, l'Algérie a obtenu sa 14e médaille ce matin, une médaille en bronze. Elle est l'œuvre de Souhila Azi sur le 10 km marche. De l'Algérie. الحمد لله الله عجزت هذه لا كومبيتيسيون بيان والفاضي عاد بيان سور لانتينا ديال شي خوكا الحمد لله. C'était donc la déclaration de Souhila Azi au micro de Mortar Hamani. Hier, et lors de la 3e journée du championnat d'Afrique junior, l'Algérie a raflé des médailles en or, en argent et en bronze. Retour sur cette journée avec notre envoyé spécial Mortar Hamani. Il nous avait manqué lors de la 2e journée, il a retenti de nouveau dans la journée qui suivit. L'hymne Kassaman, une émotion indescriptible que nous a procuré le perchiste Aleda Bouchiche qui remporte le concours avec un saut de 4,30 mètres. Youssef Ouchni prend l'argent avec 4 mètres. Et je suis très content, malgré que je n'ai pas fait les minima et tout, mais bon, le titre c'est le plus important, médaille d'or. Kassaman retentit de nouveau en fin de soirée grâce à nos courageuses relayeuses du 4 x 100 mètres. Le décor de cette belle journée a été planté par le lanceur du marteau Sidi Ali Aboudi qui est allé au-delà des 59 mètres pour seconder le Sud-Africain. La moisson algérienne s'élève à 13 médailles grâce au bronze du quatuor du 4 x 100 mètres. Une journée prolifique qui replace l'Algérie au 3e rang avec 13 médailles au total, dont 3 en or derrière l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Bravo à nos champions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. À demain, à midi.